Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, Arthur Delaborde est en face-à-face avec Juliette Duquesne, qui est journaliste spécialisée dans les thématiques économiques, environnementales et auteur de ce livre, L'humain au risque de l'intelligence artificielle. Alors, c'est coécrit avec Pierre Rabhi, qui est le grand pionnier de l'agroécologie, et c'est aux éditions Presse du Châtelet. Alors, bonjour à vous, Juliette Duquesne. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Bonjour. Ce que vous posez en préambule de ce livre, c'est en quelque sorte une redéfinition de ce concept d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Vous dites qu'il faut sortir des fantasmes souvent nourris par la science-fiction, que finalement derrière cette intelligence artificielle, il y a presque toujours de l'humain. Autrement dit, selon vous, il est plus pertinent de parler d'aptitude que d'intelligence artificielle, hein, c'est ça ? Oui, c'est vrai quand on parle d'intelligence artificielle, on a un peu ces mythes de la science-fiction, d'ordinateurs ou de machines qui vont prendre le pouvoir dans 20, 30 ou 40 ans. Et dans le débat public, on parle souvent plus des dangers qui vont avoir lieu dans 30 ou 40 ans, au lieu de parler des dangers actuels qui sont bien réels de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, ce sont plus des ordinateurs qui ont des énormes capacités de calcul et de mémoire que des... On parle des fois d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui serait autonome. Moi, là, j'ai interviewé 80 personnes à peu près, un peu plus même, dont une grande partie de chercheurs, et la plupart nous disent que ça risque de ne pas arriver, voire de ne jamais arriver. Mais d'entretenir ce discours, il est entretenu parce que parfois ces chercheurs sont nourris de tous ces récits de science-fiction, mais aussi... il me semble que c'est entretenu par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, parce que ça nous cache les réels dangers de l'intelligence artificielle qui sont bien réels. Pour nous, on va certainement en reparler, qui sont d'enlever l'humain et l'unicité de chacun. Parce que parmi les peurs qu'on agite beaucoup autour de l'intelligence artificielle, il y a notamment la destruction des emplois. Il y a certaines études qui vont jusqu'à dire que d'ici 2030, la moitié des emplois actuels seraient détruits. Ça, vous relativisez tout de suite ce genre d'études, ce genre de Oui, de je projection. relativise, et les chercheurs que j'ai interrogés aussi, donc le chiffre était 47%. Il y avait une étude qui montrait que 47% des emplois allaient disparaître. Alors c'est plutôt de l'ordre de 9% en fait. Il y a une autre étude, plusieurs études qui montrent ça. Par contre, il y a beaucoup d'emplois qui vont être transformés. Mais par contre, c'est vrai que derrière toutes ces machines, il y a plein de petites mains. À travers cette enquête, on a interrogé des gens en Chine qui permettent de faire marcher l'intelligence artificielle pour quelques centimes d'euros la tâche. Il faut normer, il faut pour utiliser ces données, il faut plein de petites mains pour le faire. On a même aussi en Burkina Faso eu des témoignages de personnes qui faisaient ça pour qu'on puisse, nous, souvent en Occident, pouvoir utiliser tous ces programmes d'intelligence artificielle. Il y a des micro-travailleurs un peu partout dans le monde, et même en France, en Occident, qui vont permettre à cette intelligence artificielle de fonctionner. Et il y a aussi, bien sûr, tous ceux qui conçoivent les algorithmes, tous ces data scientists, ceux qui créent les algorithmes aussi. Donc, autrement dit, à l'heure actuelle, on est loin quand même d'une intelligence autonome, d'une conscience de tous ces outils numériques. Et on est vraiment plutôt sur toujours de l'humain derrière ces algorithmes-là. Alors oui, c'est paradoxal parce que c'est vrai que nous on dit que l'humain est par contre en danger, mais par contre il y a beaucoup d'humains pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Par contre, cette intelligence artificielle a déjà pour nous des impacts aujourd'hui sur le quotidien. On utilise la plupart de l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée aujourd'hui, notamment dans le secteur de la publicité pour nous cibler. Donc on nous met en données pour pouvoir nous cibler, et en plus la publicité finance deux acteurs clés de l'intelligence artificielle que sont Google et Facebook. Donc c'est vrai que c'est un secteur, la publicité, qui est assez central dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, pour illustrer un peu ce paradoxe, au fond, pour l'intelligence artificielle ne fonctionne pas si bien que ça. On a l'exemple le plus frappant, c'est peut-être la Chine. On entend beaucoup parler, notamment de ce concept, même de cette politique de crédit social, de notes attribuées aux citoyens chinois en fonction de leur comportement dans l'espace public. Là aussi, on est sur des algorithmes qui
qui fonctionne pas vraiment encore de manière optimale, hein, c'est ça? Le cas de la Chine est pas simple à traiter en quelques phrases parce que c'est quand même la première dictature numérique au monde. Ils utilisent des outils notamment à l'encontre des Ouïghours qui sont terribles, avec les QR codes, il y a même personnes qui parlent de génocide. Oui. Par contre, c'est vrai que des fois en Europe, on va un peu nourrir des fantasmes sur le crédit social, ces fameuses notes qui existent et qui peuvent être très dangereuses parce qu'elles notent les citoyens et certains citoyens ne vont pas avoir accès à certains services, certaines écoles s'ils sont mal notés. Mais par contre, il n'y a pas un grand algorithme d'intelligence artificielle qui permet au crédit social de fonctionner. C'est même très différent selon les localités. D'ailleurs, c'est assez opaque la façon dont ça fonctionne et ça peut être plus ou moins informatisé. C'est pas une grande intelligence artificielle qui va noter tous les citoyens chinois. Il n'en demeure pas moins que les outils numériques utilisés en Chine renforcent le contrôle de la population et notamment à l'encontre des Ouïghours. Oui, parce qu'il y a un des exemples dans certaines villes de Chine, quand un citoyen commet une infraction, son portrait apparaît sur un écran géant jusqu'à ce qu'il paye l'amende ou qu'il soit puni pour l'infraction qu'il a commise. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas été facile d'obtenir des témoignages en Chine. J'ai fait appel à un journaliste en Chine, c'était en plein milieu de la pandémie. C'était pas si facile de se déplacer. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de mal et pourtant j'avais beaucoup de contacts. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir un journaliste pour me faire des témoignages parce que les journalistes chinois veulent de moins en moins travailler avec des journalistes étrangers occidentaux, donc c'était intéressant. Et la famille qui a accepté de nous répondre sur la dictature numérique, et sur ce point-là, on entend souvent dire que les Chinois acceptent, on va dire, cela. Là, on a eu un témoignage anonyme et par écrit. On sent quand même que c'est plus compliqué que cela. Il ne faut pas oublier que les Chinois, ça fait des années qu'ils sont en dictature, donc forcément, on accepte, parce qu'on n'a pas forcément le choix d'accepter ces outils numériques. Alors pour revenir peut-être à ce qui se passe chez nous, en tout cas dans nos sociétés occidentales, vous pointez du doigt des risques insidieux, hein, c'est-à-dire qu'on passe notre temps, vous avez déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, à simplifier nos comportements pour finalement convenir à la machine, alors que évidemment ça devrait être l'inverse. Oui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, certainement les auditeurs, au quotidien ça nous arrive, par exemple on a pas mal parlé de Parcoursup, on ne sait pas forcément comment la décision va être prise, si on ne rentre pas dans la case d'un logiciel, on ne va pas rentrer, ça ne va pas marcher. Et c'est vrai que moi dans cette enquête, je me suis rendu compte que passer des mots aux chiffres, puis après au codage informatique, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pas du tout anodin en fait. Même si les algorithmes d'intelligence artificielle sont très complexes, le fait de passer des mots aux chiffres et au codage informatique, on perd de la subtilité. Et quand on discute, il y a le corps aussi, les émotions, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en compte. Et les mathématiques, c'est formidable, mais les mathématiques ont des limites. Et nous, dans l'ouvrage, et moi, ça m'a beaucoup marqué pendant cette enquête. Pour moi, il y avait des vrais liens avec mon enquête sur la finance. Ça peut paraître étrange, mais la finance a utilisé beaucoup d'outils d'algorithmisation et de mathématisation bien avant la société civile en entier. Et il y a beaucoup de liens, et je trouve que c'est pas de bon augure, parce que cette mathématisation et cette algorithmisation du monde nous a conduit en partie à la crise des subprimes. Et ces outils, trading à haute fréquence, exactement, l'opacité également sur ces algorithmes utilisés par le monde de la finance. Et ce sont les mêmes personnes en fait. Et moi, c'était très étonnant pendant toute l'enquête. Je voyais de plus en plus de liens entre ces deux sujets. Sur les encarts publicitaires sont vendus à la milliseconde exactement. Et d'ailleurs, on m'a expliqué que ça avait été inspiré par le trading haute fréquence de la finance, où c'est à la microseconde. Donc là, on est à la milliseconde pour que votre profil, quand vous vous connectez, ait la bonne publicité. Il faut que ce soit à la milliseconde quand même. Donc ça nous pousse quand même toujours dans cette société de consommation que moi, à travers mes enquêtes, on dénonce aussi. C'est pour ça que ça a un lien aussi avec ce sujet pour nous, d'aller toujours plus dans la consommation à outrance. En fait, l'intelligence artificielle nous pousse à toujours plus consommer, en fait, à toujours aller plus dans cette consommation. Et pour revenir sur le côté humanité, c'est vrai que
ça c'est un philosophe, Jean-Michel Beignet, qui le dit très bien, que j'ai interrogé. En fait, on va simplifier notre langage et notre comportement pour pouvoir interagir avec des machines qui sont de plus en plus nombreuses autour de nous. Et ça c'est déjà le cas, en fait. On le fait déjà tous les jours dans notre quotidien pour accéder à des services publics, pour plein de domaines. On est déjà dans ce cas-là et il me semble qu'on y est déjà à ça. Et en plus, on ne sait pas toujours exactement quand est-ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle ou pas. Moi, ça a été un point aussi qui n'a pas été simple à découvrir pendant mon enquête. Bon, en tout cas, c'est absolument passionnant. Est-ce que vous commencez à ouvrir, mais on va continuer d'en parler avec Arthur Delaborde et avec vous, c'est que finalement, l'algorithme, les mathématiques et tout ça ne sont pas forcément neutres. Mais on se retrouve dans quelques instants pour en parler. Et puis, n'oubliez pas que vous tous, vous pouvez réagir à tous les sujets que nous avons abordés au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Arthur Delaborde dans tous ses états avec son invitée Juliette Duquesne, journaliste spécialisée dans les thématiques économiques et environnementales et auteur, et Arthur est en train de le montrer pour ceux qui sont sur YouTube, de ce livre L'humain au risque de l'intelligence artificielle. C'est coécrit avec Pierre Rabhi et c'est aux éditions Presse du Châtelet. Alors oui, Juliette Duquesne, on évoquait avant la pause cette sorte d'obsession par laquelle nous sommes tous habités pour convenir en permanence à la machine. Et il y a cette problématique dont on parle évidemment beaucoup avec la pandémie, et notamment cette idée de passe sanitaire. Je voudrais qu'on écoute le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, qui a réagi hier, qui a fait des annonces sur le passe sanitaire au niveau européen. Le pass européen, il sera disponible fin juin, deuxième quinzaine de juin, j'espère le plus tôt possible, mais autour du 20 juin. Et à partir de ce moment-là, là aussi, il faut être précis, c'est un outil de réouverture, pas de fermeture, de réouverture. Alors, avec le pass, vous aurez, pour avoir ce code, qui vous permet d'accéder à un autre pays européen, vous aurez soit le test PCR négatif comme aujourd'hui, soit, c'est une chance supplémentaire, le vaccin. Et ce qui est très important, c'est qu'il sera harmonisé, et donc vous aurez le même code pour aller de Paris à Athènes, de Berlin à Madrid, qui sera reconnu par les autorités de sécurité et de santé des différents pays européens. C'est l'intérêt de ce cadre européen. Alors, un QR code, Juliette Duquesne, pour se déplacer sur le continent. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, parle d'ouverture plus que de fermeture. Vous êtes d'accord avec cette idée ? C'est pas simple sur le sujet du pass sanitaire. Nous, pendant l'enquête, c'était en cours, donc je l'ai moins abordé directement, mais c'est sûr que la Covid, de façon générale, a accéléré considérablement la numérisation de notre monde, et le pass sanitaire en fait partie. C'est-à-dire qu'on est plus en plus mis en données, et après, il faut protéger ces données. Et même si en Europe, on a une des réglementations les plus ambitieuses du monde, il n'en reste pas moins qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Rien que pour la publicité ciblée, il y a une étude qui montre que 10 applications revendent nos données à plus de 135 structures, parce que c'est un monde très opaque, avec des data brokers, avec beaucoup de structures. On a des fois du mal à voir tous ces points, et dans les données, il y a l'orientation sexuelle, par exemple, les opinions politiques, la consommation de drogue, donc ça peut quand même aller assez loin. Et même nos données, c'est sûr qu'en Occident, c'est plus les multinationales qui utilisent nos données pour nous cibler et nous proposer de la publicité. Mais il y a aussi, j'ai fait toute une partie sur mon enquête sur l'État, l'État et notamment l'État français, où c'est pas toujours très clair qu'est-ce qui est utilisé, pourquoi. Il y a de plus en plus d'interconnexion des données. Et ça peut en plus créer des décalages, parce qu'on peut faire des interconnexions entre des données sans vraiment... c'est-à-dire que c'est un peu comme en finance, on va prendre des bouts d'algorithmes, des bouts de données, et on va plus vraiment savoir ce qui se passe dans la machine, et donc ça va être très opaque. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui demandent que les logiciels d'algorithmes artificiels soient beaucoup plus transparents, et qu'il y ait carrément une procédure de validation de ces algorithmes, comme nous l'avons pour les médicaments. Oui, par des autorités indépendantes qui puissent réguler un peu les pratiques. Parmi les limites à ce concept d'intelligence artificielle que vous évoquez dans votre ouvrage, il y a évidemment aussi la question démocratique, avec ces algorithmes qui sont capables aussi d'influencer le jeu dans nos démocraties. On pense au scandale
Cambridge Analytica par exemple, et aussi plus récemment en 2016 YouTube, cet algorithme qui aurait recommandé des vidéos plus favorables à Donald Trump. Je crois que vous dites que c'est 80% des vidéos politiques recommandées par YouTube à l'époque étaient en fait favorables donc à Donald Trump, c'est ça ? Oui, c'est Guillaume Chalot que j'ai interrogé, qu'on a pas mal vu dans les médias, qui est un lanceur d'alerte qui a travaillé chez Google et chez YouTube et qui a participé à la fabrication de l'algorithme. Alors aujourd'hui, ça a changé. Modifié, l'algorithme a été modifié. Mais de toute façon, le problème de toutes ces plateformes, c'est que leur objectif, c'est qu'il y ait beaucoup de... Comme sur les marchés financiers, il faut que ce soit liquide. Il faut qu'il y ait beaucoup de flux. Et il faut qu'il y ait tout le temps du flux. Comme les fake news et les informations qui vont polariser vont être plus facilement reprises, donc vont être 2 fois plus relayées sur Twitter et 6 fois plus rapidement. Et tous les tweets liés à la colère sont aussi beaucoup plus présents. Forcément, il y a une espèce de double jeu qui s'installe en disant oui, on va lutter contre ces informations, mais en même temps, c'est ces informations qui fonctionnent. Alors, c'est aussi dû au comportement humain de tout le monde. Si ça marchait pas, peut-être qu'il changerait ça, mais il y a les deux. Et on retrouve aussi cet aspect de mathématisation, parce que même si les algorithmes sont complexes, on schématise forcément la réalité, en fait, un peu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça amplifie aussi les discriminations. Là, on passe d'un sujet à l'autre, mais on peut peut-être en parler après. Souvent, les algorithmes, contrairement à ce qu'on croit, peuvent amplifier les discriminations plutôt que on pourrait croire qu'elles vont les amoindrir, parce que s'il n'y a pas le préjugé humain, et ben au contraire, parce souvent, c'est basé sur des données historiques qui vont comporter des biais, et donc, ils vont reproduire ces biais, ou voire même les accentuer. Alors, pour réagir sur Trump, parce que vous citiez Trump a aussi été exclu définitivement de Twitter, et c'est le patron de Twitter qui l'a annoncé. Donc là, c'est aussi l'illustration du fait que l'algorithme n'est pas neutre du tout, puisqu'il y a un patron à sa tête, et il y a donc une ligne éditoriale aussi. Oui, l'algorithme n'est pas neutre du tout, il change souvent, et en plus, c'est très opaque en fait. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière ces algorithmes. Même les chercheurs que j'ai interrogés le reprochent. Et souvent, c'est de très bons chercheurs qui participent aux travaux gouvernementaux, à l'ARCEP, à la CNIL, qui sont des organismes qui régulent tout ce monde-là. Et ils n'ont pas accès aux algorithmes. Et d'ailleurs, c'est aussi un point intéressant, je pense, pour les auditeurs. Moi, j'ai fait quand même 6 grosses enquêtes dans le cadre de cette collection. Et les seules où j'ai pas réussi à avoir les interviews, c'est quand même très révélateur, parce que j'ai fait l'eau, j'ai interviewé Monsanto pour les semences, donc j'ai réussi à voir à chaque fois les multinationales, parce que j'interroge tous les bords dans mes sujets, et les 2 seuls secteurs où j'ai pas réussi à obtenir, c'est la finance, où j'avais eu le crédit coopératif, la NEF, donc la finance solidaire, mais j'avais eu aucune grande banque française, et même pas la fédération bancaire, pourtant que je connaissais parce que j'ai travaillé avant dans des grands médias et je les avais souvent interrogés. Et pour ce sujet-là, je n'ai pas eu Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, que j'ai pourtant beaucoup contactés. Il y en a certains qui m'ont donné des informations par écrit quand même, quand j'ai voulu avoir des chiffres et des données. Mais moi, le principe, c'est que je passe à peu près 2-3 heures avec la personne en interview et je la prépare avant. Et sur ce sujet-là, je n'ai pas eu ces acteurs-là. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est quand même des acteurs clés qui dominent totalement ce marché, et c'est quand même très embêtant. Et comment vous l'interprétez, comment vous l'expliquez, ce silence de la part des grandes multinationales, Google, Facebook, une volonté de préserver peut-être ce qui fait l'essentiel de leurs recettes? Bon, ils s'embêtent même pas en fait, c'est un peu comme la finance, je trouve, ils s'embêtent même pas à vouloir répondre aux journalistes sur ces sujets-là. Ils m'ont donné quand même quelques chiffres, ils ont quand même répondu, les attachés de presse ont répondu au téléphone et tout ça, alors que la finance même pratiquement pas. Donc là, ils répondent quand même. Mais j'ai enquêté pendant un peu plus d'1 an, donc je pense qu'il y avait quand même largement le temps de répondre. C'est qu'ils veulent même pas s'embêter. Et en plus, souvent, ils nous disent « Ah oui, mais alors c'est tellement vaste, on traite tellement de sujets, ça va être sur quoi votre interview ?» Bah oui, mais c'est parce que vous êtes devenus presque des pouvoirs étatiques. D'ailleurs, dans l'ouvrage, à un moment dans cette enquête, on parle des rapports ambigus que les États ont avec ces multinationales. Et c'est pas anodin non plus, ces rapports ambigus, à tel point que, d'ailleurs, Facebook parle même d'avoir une monnaie qui sera une monnaie qui pour l'instant une crypto-monnaie, mais qui vont presque avoir des pouvoirs étatiques, et en même temps c'est l'État qui a fixé les règles et qui en même temps se met en concurrence avec ces multinationales. C'est pas toujours clair le lien de ces multinationales avec les États, mais c'est parce que
il me semble que dans nos sociétés, on est aussi dans une société qui est encore beaucoup dans la croyance que la technologie va nous sauver et que du coup il faut toujours se remettre à la technologie. Je passe un peu d'un sujet à l'autre, j'espère que c'est clair, mais parce que ça va avec en fait. Tout le monde, les États pensent que, et beaucoup de personnes pensent... C'est le progrès. Voilà, le progrès, la technologie va nous sauver de tous les problèmes. Aujourd'hui, quand même, moi j'ai beaucoup enquêté sur les sujets économiques et environnementaux. Sans une part de sobriété importante, c'est évident qu'on ne va pas y arriver. On les connaît, les solutions, en fait. Oui. Et on ne va pas pouvoir consommer à l'infini en disant on va recycler, ou mettre des éoliennes partout en se disant que ça va être la solution, ou en mettant de l'intelligence artificielle pour essayer de moins consommer d'énergie. Ça peut aider pour certains points. Mais cette intelligence artificielle, elle utilise énormément d'outils numériques, d'ordinateurs. Oui, c'est ça. Vous insistez aussi dans votre ouvrage sur le coût environnemental de l'intelligence artificielle, et notamment ce chiffre du numérique qui serait responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça, c'est énorme. Hein, c'est ce que... Oui, c'est plus que l'aviation civile. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle en tant que telle, pour l'instant, c'est pas le point qui pollue le plus dans le numérique. L'intelligence artificielle, la demande en calcul, elle double tous les 3-4 mois. Et par exemple, c'est l'entraînement des algorithmes qui pollue le plus. Ça émet la quantité de gaz à effet de serre d'un vol Paris-Hong Kong. Ce qui pollue le plus, c'est la fabrication de tous nos équipements. À 70%, c'est ce qui pollue largement, c'est ça qui pollue le plus pour les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour la consommation de métaux et d'eau, l'extraction aussi de tous ces métaux qui polluent énormément. C'est-à-dire que le numérique n'est pas du tout immatériel. Et pour utiliser tous ces programmes d'intelligence artificielle, il faut des ordinateurs, des tablettes, des objets connectés, des smartphones, etc. Et c'est tous ces des petits objets qui vont être très difficilement recyclables en plus, qui vont polluer énormément. Donc nous faire croire qu'on va réussir à mettre des capteurs partout dans toute la société pour avoir une ville intelligente, une voiture autonome, des champs intelligents, pour pouvoir résoudre le problème écologique, moi me paraît quand même en enquêtant depuis des années sur ces sujets, me paraît totalement aberrant. En fait. Vous n'y croyez pas du tout? Ah non, pas du tout. Il y a souvent des solutions qui sont mises en avant en matière notamment d'agriculture, sur la gestion des ressources, etc. Non, vous n'êtes pas convaincu? Alors sur l'agriculture, pas du tout. Ça peut être utilisé peut-être pour certains points. Il ne faut pas non plus dire qu'il ne faut pas du tout utiliser d'intelligence artificielle. Par exemple, ça fonctionne assez bien pour détecter les pannes dans les usines, pour gérer les stocks. Pour certaines choses, ça peut fonctionner. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout d'intelligence artificielle. J'en utilise aussi, ça peut m'arriver d'en utiliser dans ma vie régulièrement. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas du tout. Mais de la mettre en avant comme la solution à tous nos maux, pour l'agriculture en tout cas c'est sûr que non, parce que 70% des personnes qui meurent de faim et qui ont des problèmes, qui souffrent de la faim, ce sont des paysans qui n'ont pas de quoi s'acheter déjà des semences ou des produits, donc ils vont pas aller s'acheter des capteurs à mettre dans les champs. Ça va rendre les paysans encore moins autonomes. Et de toute façon, alors là, ça part sur un autre de mes sujets sur lesquels j'ai déjà enquêté et qui est cher à Pierre Rabhi, c'est que nous avons totalement la solution pour nourrir la planète sans avoir besoin de capteurs, avec l'agroécologie qui peut totalement fonctionner, mais ça change complètement de modèle. On en revient un peu à ce que vous nous disiez au début sur le rôle central de l'humain, y compris dans l'utilisation pertinente, optimale de cette intelligence artificielle. Allez, on continue d'en parler justement avec Juliette Duquesne, l'humain au risque de l'intelligence artificielle, mais avec vous tous, vous nous appelez au 0826 300 300, vous réagissez, vous posez des questions à notre invité Juliette Duquesne. Laurent Frémont est aussi avec nous pour parler des EHPAD, les EHPAD prison, justement la réouverture des EHPAD, mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'ils vont pouvoir voir leurs proches? Et puis vous pouvez aussi revenir sur tous les autres sujets, ce général qui porte plainte contre Agnès Pannier-Runacher ou l'appel des maires du littoral à rouvrir les boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûr que vous êtes pour, mais on vous attend ce sujet aussi. Allez, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et non, c'est Arthur Delaborde qui est dans tous ses états. Ah oui, André a droit à un peu de repos lui aussi. Évidemment, il le mérite bien. Et puis, tous les invités qui sont avec nous. Juliette Duquesne, auteure de L'humain au risque de l'intelligence artificielle aux éditions Presse du Châtelet. Et Laurent Frémont, fondateur avec Stéphanie Bataille du collectif Tenir ta main. Et tout de suite, vous êtes nombreux à réagir 0826 300 300 à la question de l'intelligence artificielle. Tout de suite, la parole à Lionel Degrasse. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Lionel, merci d'être avec nous. Merci. Allez-y. Écoutez, moi ce qui m'inquiète le plus dans l'IA, en fait, c'est les dérives que l'État pourrait avoir comme un gouvernement chinois, en fait. Où vous voyez toutes les dérives finalement qu'une puissance, on va dire informatique et de reconnaissance peut amener. Alors c'est vrai qu'en France, on n'en est pas du tout là, pour l'instant. C'est des technologies quand même européennes ou françaises qui ont été vendues à la Chine pour le contrôle de la population. Il suffit qu'on ait un petit problème en France, ils vous font peur avec regardez, il faut mettre plus de contrôle. Regardez, ne serait-ce que le nombre de caméras qu'on a en ville actuellement, les caméras radar, les caméras sur les bagnoles, les caméras de feu. Et en fait, finalement, on se retrouve intégralement filmé en permanence quand vous rentrez dans un centre urbain. Alors, on vous dit que c'est pour la sécurité. Très bien, soit. En Chine, il y a le crédit social avec ça maintenant. Pourquoi est-ce que nous, ici, on l'aurait pas? Regardez ce qu'ils ont réussi à faire en l'espace d'un an, comment ça s'appelle, avec le Covid, en nous faisant peur. Ce que je veux dire, c'est qu'une puissance informatique mal maîtrisée par un gouvernement qui aurait tendance à vouloir un peu trop nous régenter et ne pas considérer qu'on est des humains et qu'on n'est pas des machines et que forcément on peut avoir quelques travers, on peut se retrouver très vite dans je vais pas dire dictature parce que ça va faire hurler, mais on n'est pas loin de ça. Quand vous contrôlez intégralement les faits et gestes de votre population, on n'est pas loin d'une dictature et c'est comme ça. Et l'intelligence artificielle, on arrive à ça, quoi. Parce que les puissances sont telles que maintenant, on arrive à ça. Oui, je partage ce constat en partie. En tout cas, ce que vous venez de dire, Lionel, en tout cas, mon enquête montre que oui, les dérives peuvent être très rapides. Il y en a qui sont déjà là, parce que comme je disais tout à l'heure, en plus, c'est pas toujours très clair ce qui est exactement utilisé par l'État aujourd'hui. Ils ont par exemple, d'ailleurs, ça a été condamné plusieurs fois par la Cour de justice européenne, notamment parce que l'association La Quadrature du Net a attaqué l'État là-dessus, qui a accès pendant 1 an à toutes nos données de connexion et de localisation par des fournisseurs d'accès téléphonie et Internet. Donc ça, par exemple, c'est un point qui est pas clair. Et en plus, j'ai eu beaucoup de difficultés pour savoir combien de fois... Qu'est-ce qu'ils font exactement avec ces données? On peut dire peut-être pour des crimes, mais ça peut être beaucoup plus large en fait. Donc c'est ça qui est embêtant. Il y a vraiment 2 aspects, moi, qui me paraissent essentiel pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est que c'est sûr que ce qui est expérimenté en Chine pourrait être fait ailleurs, et c'est vrai que j'ai interviewé la représentante des Ouïghours en Europe qui expliquait que si aujourd'hui c'est le peuple ouïghour, mais demain ça peut être n'importe quel peuple en fait, ça peut être concerné n'importe qui, et ça me paraît très, très juste. Pour revenir à plus sur l'Europe, je pense qu'on manque beaucoup de transparence et d'opacité sur ce qui est fait actuellement. Il était même très difficile lors de mon enquête d'avoir un état des lieux de qui utilise quoi. Oui. C'est-à-dire même chez les DRH. Combien en France? Alors j'ai trouvé une étude qui dit 11% des DRH utiliseraient des outils d'intelligence artificielle, par exemple pour classer les CV, mais ça peut être aussi détecter des émotions. Et le problème, j'en reviens à ça, c'est que tous ces outils ne sont pas évalués et fonctionnent mal. Et même pour la reconnaissance faciale, parce qu'on a tendance à mélanger reconnaissance faciale et authentification. C'est-à-dire que l'authentification marche très bien parce qu'on a notre image dans une base de données qui doit retrouver une autre image dans votre téléphone quand vous devez vous authentifier. Mais la reconnaissance faciale, c'est très différent. Ça va être par exemple une image prise avec un mauvais éclairage dans le métro pour retrouver une personne dans des millions de visages. Il y a un taux d'erreur très important et en plus il y a des biais parce que souvent les visages sont entraînés sur des hommes blancs, donc il y a 10 à 100 fois plus d'erreurs. Par exemple, il y a une étude qui montre pour les personnes originaires d'Afrique et d'Asie de l'Est. Donc les reconnaissances faciales, c'est pas la même chose que l'authentification, et on a tendance à ne pas faire la différence. Et moi, c'est un point important, ce qui est aussi beaucoup ressorti, c'est pas parce que ça fonctionne
mal qu'on ne les utilise pas. Et c'est pas pour ça que ça n'a pas d'effet néfaste, en fait. Et ça, c'est un point qui me paraît assez important. Et pour introduire de la régulation, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs c'est un peu la même problématique dans le monde de la finance. Finalement, la seule possibilité, ça serait la mise en place d'autorités indépendantes qui aient un véritable droit de regard. Là, on en est où à l'heure actuelle, à ce niveau-là, aujourd'hui en France ? Oui, c'est étonnant. Alors, on a quand même une déréglementation sur les données les plus ambitieuses, qui n'est pas encore complètement appliquée, mais qui quand même s'améliore de jour en jour. Maintenant, on voit que quand on va sur les outils, il y a de plus en plus refusé pour les données et autres. Pour évaluer les algorithmes, il y a eu un livre blanc au niveau européen. Après, ça va dépendre où la Commission européenne met le curseur, si c'est un simple label ou si c'est un marquage chez eux, justement, pour les algorithmes. Après, moi, je pense qu'il va quand même devoir se poser la question de jusqu'où on va avec cette numérisation et avoir un vrai débat sociétal plus global. Pour ça, en fait, ce qui est un peu comme une fuite en avant technologique, et on se pose jamais la question est-ce que la société, c'est vrai que nous on conclut qu'il faudrait en partie dénumériser, mais moi c'est ma conclusion de mon enquête. Peut-être que la société n'aboutirait pas à ça, mais il faudrait au moins qu'on ait ce débat sociétal. Là, on est dans une fuite en avant technologique sans se poser la question si nous voulons un monde avec autant de technologies. Alors Lionel peut-être est encore avec nous ? Ah non, Lionel n'est plus là, et puis vous tous qui êtes là, qui êtes sûrement déjà avec nous. Vous êtes nombreux, vous nous attendez. On se retrouve dans quelques instants. On sera donc toujours avec Juliette Duquesne et Laurent Frémont. Alors, quand même, un point à souligner, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le lien entre nos deux invités, c'est l'humanité. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde.